Merci de nous suivre. Bonjour à tous, bienvenue. Tout d'abord, les titres de ce journal. 12 institutions ivoiriennes se font connaître du grand public. Il s'agit des 3 jours d'activité de vulgarisation des hautes instances de la nation. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier à l'ouverture officielle de cet événement dans la commune de Cocody. Dans cette édition également, nous irons à Bamako. La capitale du Mali accueille les travaux du Forum sur la nutrition et l'alimentation. Objectif, réfléchir à une stratégie efficace et durable pour lutter contre l'insécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire est représentée par son vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Enfin, Boris Johnson, nouveau Premier ministre britannique, l'ancien maire de la ville de Londres, a été désigné après un vote des membres du Parti conservateur. L'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour suprême et 9 autres institutions ivoiriennes se font connaître du grand public. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé hier à l'ouverture officielle des 3 jours d'activité de vulgarisation de ces hautes instances de la nation. Le thème de ces journées est « La connaissance des institutions de la République, une nécessité pour le citoyen ». Le point avec Mahama Traoré. L'hymne national entonné dans la salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Quoi de plus logique pour entamer les premières journées portes ouvertes dédiées aux institutions de la République. Journée en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, garant des institutions de la République. Hormis l'exécutif, ce sont 12 institutions dotées chacune d'une mission précise qui s'ouvre aux populations. À titre d'exemple, le Parlement vote les lois et la Cour des comptes contrôle la bonne gestion des finances publiques. Tous ces organes fonctionnent, mais sans être toutefois connus du grand public, selon le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, initiateur de ces journées portes ouvertes. Comment donner plus de visibilité et asseoir les leviers d'une communication encore plus fructueuse? Tel est le sens des présentes journées portes ouvertes des institutions de la République, dont le thème est la connaissance des institutions de la République, une nécessité pour le citoyen. Évidemment, une telle initiative n'a de contenu et de sens que parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, a rehaussé la stature qu'affichent toutes nos institutions, à présent plus actives et porteuses d'un rayonnement qui se reflète tant au niveau des plus jeunes, qui donnent fière allure, que des plus anciennes, qui ont connu un bain de jouvence en intégrant des missions en ligne avec les attentes de nos concitoyens. Des plus anciennes, comme l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, aux plus récentes, comme le Sénat et la Chambre des rois, les institutions méritent d'être connues des citoyens. Le président Alassane Ouattara loue cette initiative qui contribue à renforcer l'autorité de l'État et à prévenir les actes d'incivisme. Ces journées permettront à nos concitoyens de mieux connaître nos institutions et de prendre conscience de nos efforts de doter notre pays d'institutions fortes et crédibles. En effet, les institutions républicaines constituent les organes par lesquels l'autorité de l'État s'exerce. Leur mise en place contribue donc à son bon fonctionnement et à la stabilité de notre pays. La Constitution de la Troisième République s'inscrit parfaitement dans cette vision en améliorant l'architecture constitutionnelle de notre pays. Le partenariat que j'ai souhaité établir entre le ministère chargé des relations avec les institutions de la République et les dites institutions est maintenant effectif. Je m'en félicite et je voudrais encourager tous les responsables à renforcer leur coopération. J'invite nos concitoyens à apprendre à mieux connaître nos institutions. Pour ma part, je continuerai de veiller au bon fonctionnement des institutions, conformément à la Constitution de la Troisième République. En plus de ces journées portes ouvertes,
Le gouvernement aussi prévoit de faire quelque chose, mais toujours dans la même optique. Il s'agit d'organiser des campagnes médiatiques et des ateliers de renforcement de capacités afin de mieux promouvoir les institutions de la République. On faisait le point avec Mahama Traoré et Jérôme Kofi Abola. Réunion hier des cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les échanges et travaux du RHDP ont été dirigés par son président, Alassane Ouattara, dans la commune de Cocody. 2 points clés à l'ordre du jour, notamment la présentation et l'analyse de la situation sociopolitique du pays, ainsi que l'organisation et le fonctionnement du parti. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Une concertation de plus et non de trop pour le RHDP face aux enjeux électoraux. C'est en filigrane le sens de la réunion du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, présidée ce lundi au Sofitel, Hôtel Ivoire, par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président du parti. Réunion d'envergure. Elle est élargie au directoire et à la direction exécutive du RHDP. Un communiqué final en est sorti au nombre des différents points qui y figurent. La question de la recomposition de la Commission électorale indépendante, CEI. Concernant la Commission électorale indépendante, le Conseil politique a adressé ses félicitations chaleureuses au président du parti pour avoir ouvert sur ce sujet avec tous les acteurs de la vie politique et les organisations de la société civile, un dialogue politique inclusif conduit par le Premier ministre chef du gouvernement en vue de la consolidation du climat de paix. Le Conseil politique a rappelé que cette concertation fait suite à l'arrêt du 18 novembre 2016 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant à l'État de Côte d'Ivoire d'équilibrer la composition de la CEI. Le Conseil politique s'est réjoui du fait que les échanges qui ont eu lieu, aussi bien en session plénière qu'en comité restreint, est abouti à un compromis sur une recomposition de la CEI et de l'adoption par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale le 3 juin 2019 du projet de loi présenté par le gouvernement. Le Conseil politique s'est dit totalement confiant quant à l'adoption rapide par le Parlement de ce projet de loi en vue d'une préparation sereine des élections générales de 2020. À cette rencontre, comme à chaque fois qu'il se réunit, le RHDP ne s'est pas départi de son principe de prendre le pouls de l'étendue du territoire. Et c'est avec les valeurs telles que la paix, la démocratie, le dialogue politique, ainsi que la réconciliation et même la cohésion en son sein, que le parti oufouettiste entend s'investir pleinement. Je pense que c'est essentiel que nous puissions dire aux uns et aux autres de continuer de promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance du RHDP sur toute l'étendue du territoire national afin de préparer les prochaines élections. Je voudrais vous informer qu'à compter du mois de septembre, je procéderai donc à la nomination des membres du comité des sages, des vice-présidents du parti et du comité chargé du programme de gouvernement du RHDP. Car nous avons l'élection présidentielle dans 15 mois et nous devons nous mettre au travail de sortir le programme de gouvernement du RHDP. À l'ordre du jour de cette réunion du RHDP, la présentation et l'analyse de la situation sociopolitique, tout comme l'organisation et le fonctionnement du parti. L'objectif visé est notamment d'opérer des grandes orientations à travers des actions concrètes pour occuper le terrain.
Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, au Forum national sur la nutrition et l'alimentation à Bamako. Daniel Kablan-Duncan est dans la capitale malienne pour partager l'expérience ivoirienne en matière de nutrition. Notons que la Côte d'Ivoire abrite le siège du Centre régional d'excellence contre la faim et la malnutrition. Et à ce titre, notre pays est cité en exemple dans la lutte contre la malnutrition, l'un des objectifs de développement durable fixé par les Nations Unies à l'horizon 2020. Je vous propose maintenant d'écouter le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan prend part aux travaux du Forum sur la nutrition et l'alimentation. Le dossier de la nutrition est un problème important. Vous savez qu'au niveau des Nations Unies, il y a les 17 ODD, dans lesquels un des ODD, je crois que c'est le ODD 2, concerne l'aspect nutrition. Il y a un travail important que le président Alassane Ouattara a demandé de faire en Côte d'Ivoire. Et vous le savez, nous avons reçu le mouvement SON avec Mme Gerda Verboum en Côte d'Ivoire. Et nous avons fait une réunion avec les bailleurs de fonds. Et nous sommes en train de mobiliser pour près de 267 milliards de francs CFA sur les différentes composantes de cette nutrition en Côte d'Ivoire. Nos amis maliens nous ont demandé de venir partager l'expérience que nous avons faite en Côte d'Ivoire, et aussi nous aussi bien sûr d'apprendre disons que ce que fait le Mali à ce niveau. Je termine en disant que le CERFAM, qui est le centre d'excellence régional pour la nutrition, la lutte contre la faim et la malnutrition, est installé à Abidjan. Et à ce titre d'ailleurs nous avons eu la chance d'accueillir l'ancien président Diankouda Traoré, qui est venu donc à Abidjan, dans le cadre des facilitateurs de la lutte contre la malnutrition. Donc c'est toute la sous-région qui travaille ensemble sur ce dossier important de nutrition, de problème donc la petite enfance et le problème de la sécurité alimentaire. Voilà le reportage complet de Viviane Haïmin dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité nationale également, la mise en place de la zone industrielle de Yamoussoukro dans la région centre du pays. Un chèque de 1,3 milliard de francs CFA a été remis il y a quelques jours aux détenteurs des droits coutumiers de 250 hectares sur les 750 hectares devant accueillir la future zone industrielle de Yamoussoukro. Les précisions dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré en 1997 avec la décision d'installer une zone industrielle à Yamoussoukro. Une réserve foncière de 750 hectares a depuis lors été constituée par les populations d'Akpessekro et Zambakro contre un dédommagement de 3,750 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, elles reçoivent la première tranche du paiement de cette purge des droits coutumiers, valeur 1,318 milliard de francs CFA. Nous voulons saluer ici la patience et la compréhension des populations qui ont accepté de signer la convention avec l'État. Les réserves foncières, ce sont environ 1700 hectares sur l'ensemble du territoire ivoirien qui devront faire l'objet de purges dans les prochaines années. Tout en affirmant leur engagement et leur fierté à contribuer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, ces populations ont émis des doléances à l'endroit du gouvernement. Un privilège soit accordé à nos enfants au niveau du recrutement par les entreprises dans cette zone en fonction de leurs qualifications et compétences. Votre soutien pour la construction de collèges à proximité des villages de Zambakro et Akpessekro. Pour le gouvernement, la mise en place d'une zone industrielle à Yamoussoukro permettra un meilleur équilibre des régions de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, c'est vrai, la capitale politique et administrative, mais Yamoussoukro a besoin de développement de sa position stratégique. C'est une ville qui est au centre de la Côte d'Ivoire, qui est bien située, donc il était important que le pôle économique puisse y voir le jour. Tout ceci en liaison avec le pôle agro-industriel qui est en train d'être bâti ici à Yamoussoukro, afin que les conditions de vie de nos populations et la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes puissent régresser de façon très significative. L'appurement de la totalité des droits coutumiers est prévu pour 2021. Les travaux d'aménagement et de viabilisation de ces 250 hectares peuvent donc commencer pour accueillir les opérateurs économiques.
On poursuit avec cette visite effectuée par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme à l'agence foncière rurale dans la commune de Cocody. Il s'agissait pour Aimé Zébeyou de comprendre le fonctionnement de cette institution et proposer des solutions pour le règlement des conflits fonciers ruraux dans le pays. Jean-Marc Djadji et Madou Kwasi. La sécurisation du foncier rural est l'un des préalables à la paix et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Un intérêt partagé par le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et l'agence foncière rurale AFOR. La secrétaire d'État, Aimé Zébeyou, s'est rendue dans les locaux de l'AFOR pour comprendre le mode opératoire de l'institution et envisager des actions conjointes afin de juguler la problématique du foncier rural. Le secrétariat d'État est prêt à accompagner l'AFOR dans sa mission d'information, de sensibilisation et de formation, n'est-ce pas, de toute la population. Parce que comme vous le savez, quand on parle des droits de l'homme, le droit foncier, l'accès à la propriété, qui est donc dans notre constitution, et l'égalité de toute personne pour accéder, fait partie, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et par conséquent, il était donc important que nous venions, n'est-ce pas, voir les sièges et profiter de cette occasion pour lui dire que nous voulons donc nouer un partenariat pour l'accompagner dans cette mission. L'agence foncière rurale s'est engagée à faire de l'aspect droit de l'homme une priorité dans sa politique foncière basée sur l'égalité. La dimension droit de l'homme dans la mission de l'AFOR est essentielle, surtout qu'elle doit contribuer à garantir l'égalité de tous devant la loi. L'AFOR a d'ailleurs contribué à la révision par les experts juristes spécialistes en foncier des 4 décrets d'application de la loi sur le foncier rural qui furent adoptés en Conseil des ministres le 25 mars 2019. Créée en 2016 par décret, l'agence foncière rurale AFOR se veut le creuset de la cohésion sociale à travers le règlement de la question foncière en Côte d'Ivoire. Agriculture, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre une production d'EVA de 2 millions de tonnes à l'horizon 2023. Mais cet objectif fait face à de problèmes majeurs, notamment la chute des cours mondiaux du caoutchouc et la baisse du prix d'achat du kilogramme Borchamp. Alors que faire en attendant le relèvement de ces cours? Eh bien, les autorités responsables d'organisations de producteurs ont décidé de remobiliser les planteurs d'EVA. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. La production ivoirienne de caoutchouc en 2018 était estimée à 800 000 tonnes. Mais alors que la production augmente, la demande mondiale peine à suivre le rythme et les coûts mondiaux sont aujourd'hui au plus bas. Ces derniers ont chuté de $5 000 la tonne à seulement $1 000, entraînant un effondrement des revenus des évéaculteurs. La baisse drastique des coûts à l'échelle internationale a porté un coup à la filière EVA dans son entièreté. C'est-à-dire que ça a démotivé beaucoup de producteurs d'EVA. C'est-à-dire un agriculteur, c'est la patience. Il ne faut pas qu'il perde patience. Garder espoir et ne pas remplacer leur plantation d'EVA par d'autres cultures, c'est le maître mot des responsables de la société coopérative des producteurs d'EVA de Tiasalé, la COP CAFET, ici en Assemblée Générale. Coopérative a réalisé pour l'exercice 2018 un résultat net de 4,2 millions de francs CFA pour environ 2500 tonnes de caoutchouc fond de tasse collectés. L'année 2018 a été extrêmement difficile et nous pensons donc que les années à venir, nous allons faire mieux. Nous souhaitons que 2019 soit meilleur pour le planteur d'EVA avec peut-être un prix au moins de 500 francs par kilo et puis un caoutchouc qui est acheté régulièrement. En Côte d'Ivoire, ce sont au total 164 000 planteurs qui pratiquent l'EVA-culture et 19 usines qui opèrent officiellement dans la filière. Pour le mois de juin, le prix d'achat du kilogramme a été fixé à 310 francs CFA. Malgré les difficultés, les producteurs rêvent de lendemain meilleur. Une fois l'interprofession installée, on espère pouvoir maîtriser le coût d'achat du kilogramme de EVA. Vous savez que c'est une matière première qui varie beaucoup. On était en 2010, 2011, on était à 700 francs. Aujourd'hui, on est à moins de 300 francs. Vraiment, c'est de pouvoir maîtriser tous les circuits pour pouvoir améliorer les conditions de vie du planteur. C'est ça notre objectif. Atteindre 2 millions de tonnes en 2023, c'est l'objectif des autorités ivoiriennes, tout en comptant sur le relèvement des cours pour assurer un prix plus rémunérateur aux planteurs.
La nouvelle monnaie de la CEDEAO, quel enjeu pour les États membres et l'amélioration des conditions de vie des populations? C'est le thème d'une conférence débat qui s'est tenue récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces échanges ont été organisés par le réseau ivoirien des leaders. Le point avec Cheikh Koné. Née de la volonté conjointe des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la monnaie unique dénommée ECO entre en vigueur en juillet 2020. Mais pour le citoyen, le projet reste encore difficile à cerner, d'où l'intérêt de cette conférence. Nous avons permis à chaque intervenant de nous présenter le cadre global donc, de la nouvelle monnaie qu'est l'ECO. L'objectif pour nous, c'est d'instruire effectivement la jeunesse pour que cette jeunesse-là puisse prendre ses responsabilités dans ses communautés et qu'il n'y ait pas de mauvais messages donc, venant donc de la part donc, de ces jeunes leaders-là. Sous un régime d'échange flexible, la monnaie ECO va contribuer à dynamiser les échanges dans la sous-région. À partir du moment où vous avez une seule monnaie qui circule sur un espace de 15 pays, ça rend les opérations beaucoup plus faciles. Il n'y a pas de problème de taux d'échange, il n'y a pas de problème de commission d'échange. Et donc, c'est beaucoup plus facile de vendre à un Guinéen, plus facile de vendre à un Ghanéen, d'acheter chez un Ghanéen, d'acheter chez un Guinéen. Et tout ça, ça va permettre donc le développement donc, de la région. Mais pour réussir cette monnaie, étape importante de l'intégration économique, il convient de respecter certains critères. Il faudrait qu'il y ait une libre circulation des facteurs de production dans l'espace des pays qui veulent constituer cette zone monétaire-là. Que l'intensité des échanges et le degré d'ouverture des économies soit très élevé. La conférence a été organisée par le réseau ivoirien des leaders. Le groupe s'est donné pour mission d'instruire la population sur les questions essentielles de développement socio-économique. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Bingerville, dans la région sud du pays. Le bureau exécutif des 4 associations à Kouetchagbar, des 13 villages de la commune, a été investi il y a quelques jours. Cérémonie présidée par le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Les membres du bureau exécutif ont pour mission de travailler au développement des 13 villages. Frédéric Oulaï et Franck Quadio. À Akandje, village situé dans la commune de Bingerville, dans le district d'Abidjan, l'heure est à la réjouissance. Les femmes s'affairent à la cuisine pour recevoir les invités. Des invités venus pour l'investiture du bureau exécutif des 4 associations à Kouetchagbar qui ont décidé de se mettre ensemble pour le développement de leur localité. Jean-Marie Akbalé, président de cette fédération, s'engage à promouvoir le développement. Une jeune association, donc c'est de pouvoir mobiliser davantage nos amis, leur donner une formation de l'administration, pouvoir réaliser un séminaire où nous allons nous retrouver pour réfléchir au développement. La génération à Kouetchagbar, composée de 4 catégories, les Djéou, Dongba, Agban et Assoukro, attendent beaucoup de ce bureau exécutif. L'invité spécial, Célestin Kouala, a salué le peuple hachan pour la conservation et la pérennisation de leur culture. Le mode de passation du pouvoir en pays hachan peut servir de modèle, n'est-ce pas, à notre jeune démocratie. C'est un mode de passation du pouvoir qui se fait de façon pacifique, avec le respect des sortants, c'est-à-dire la génération Douba. Il était donc important que nous puissions associer notre image à cette belle cérémonie. Robert Begré-Mambé a exhorté le bureau exécutif à Kouetchagbar à cultiver les valeurs de respect de paix et de cohésion sociale. Le gouverneur a aussi promis les accompagner dans les initiatives de développement. Nous sommes venus ici au nom des cadres pour les encourager et je ne peux que féliciter le président de l'association et tous les membres du bureau pour la confiance qui leur a été accordée par le reste des Tchagba. Exhortation et dons pour soutenir le bureau exécutif de la fédération. Dans l'organisation du peuple hachan, la génération à Kouetchagbar accédera au pouvoir en 2020 et succédera à la génération Doubo. Autre actualité, le programme social du gouvernement accompagne le secteur de l'éducation dans la région du Kabadougou, dans le nord-ouest du pays. En effet, 865 tables bancs ont été offerts il y a quelques jours aux établissements publics de la région. La cérémonie de remise de ces tables bancs s'est déroulée à Madinani. Le point avec Kader Sogodego de RTI Boaké. Le déficit en tables bancs
et en matériel didactique constitue un frein au bon fonctionnement de l'école dans bien de localités en Côte d'Ivoire. Dans le département de Madinani, le manque de tables-bancs sera désormais conjugué au passé. Le programme social du gouvernement, dont l'efficacité n'est plus approuvée, vient par le biais du maire Siaka Fani soulager la communauté éducative de Madinani. L'investissement dans le capital humain est la véritable clé pour un développement durable parce que c'est une jeunesse bien formée qui sera à même de conduire la destinée de notre pays. En effet, investir dans l'école, qui est reconnue comme le lieu par excellence et par essence d'acquisition des savoirs et de formation de ceux et celles qui la fréquentent, est une véritable nécessité. 865 tables-bancs, du matériel didactique. L'école se portera mieux dans la localité. Je voudrais vous dire sincèrement merci, merci et merci pour tout. En cette année 2019, pour la première fois, le lycée moderne de Madinani a été retenu comme centre d'examen du baccalauréat. On le voit, l'école se porte bien dans cette partie du pays. Plusieurs universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire se sont affrontées récemment et positivement dans le cadre du concours Génie en herbe OHADA. Objectif, trouver le représentant du pays à ce concours international. On en parle avec Chris Diomandé et Franck Quadio. Ils décidèrent enfin de mettre à exécution l'un de leurs projets sarcastiques tant prémédités. Maîtrise de l'art oratoire, pertinence de l'argumentaire, démonstration de plaidoirie. Nous sommes à la finale nationale Génie en herbe OHADA, organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les joutes oratoires opposent à ce jour les étudiants en droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à ceux de l'Institut universitaire d'Abidjan. Pour cette 11e édition, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny sont déclarés vainqueurs. Une première expérience, certes, mais la volonté et la motivation dans le travail ont fait la différence. C'était un peu compliqué, mais nous avons tenu le coup. Nous avons eu à avoir des nuits blanches, mais avec un peu de courage, nous sommes arrivés à ce niveau. Nous partons représenter aujourd'hui la Côte d'Ivoire à l'international et vraiment ça nous fait de l'effet. Et nous savons que nous pouvons rehausser vraiment l'image de cet État car nous avons des compétences. Ce concours national initié par le comité international Génie en herbe OHADA vise à valoriser les étudiants en droit, mais aussi à les amener à mieux appréhender leur futur métier, soit d'avocat, de juge ou encore d'autres métiers liés au droit. Au travers de ce concours, nous voulons faire connaître le droit OHADA auprès des étudiants, tant auprès des étudiants qu'auprès des professionnels. Nous donnons l'occasion à ces étudiants-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir connaître et approfondir leurs connaissances en matière du droit OHADA. Les étudiants en droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody représenteront la Côte d'Ivoire au mois de septembre au concours international Génie en herbe de Lomé au Togo. Ils seront opposés aux étudiants en droit des pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Sport avec les préparatifs de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde de basketball masculin 2019. Cette 18e édition va se dérouler en Chine du 31 août au 15 septembre prochain. Alors comment se prépare physiquement et psychologiquement la sélection nationale? Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Ressot du service sport l'ont rencontré au Parc des Sports de Trècheville. Paolo Povia et ses garçons sont au laboratoire. Concentrés et appliqués dans leur camp de base, les basketteurs ivoiriens peaufinent les derniers réglages et automatismes. 4 mois et demi après avoir validé leur billet, les pachydermes ivoiriens iront à l'assaut du mondial en Chine. Une compétition pour laquelle ils nourrissent de grandes ambitions. C'est quelque chose de spécial, que ça n'arrive pas tout le temps. Il nous a fallu 9 ans pour repartir dans cette Coupe du Monde. Donc, c'est un truc à savourer, ça arrive pas à... Il y a des grands joueurs de basket qui n'ont jamais fait une Coupe du Monde. Donc on veut créer une surprise, on va pas là-bas pour faire des figurants. On est dans une poule très accessible où on sait qu'on peut aller au deuxième tour. Et c'est vraiment notre objectif, c'est d'aller vraiment au deuxième tour. Donc on sait que ça ne sera pas facile. Après une première phase de préparation à Abidjan, Guy Landriedi et ses coéquipiers devraient mettre le cap sur la ville de Floride aux États-Unis pour la seconde étape du regroupement avant de terminer en Italie
où des matchs amicaux contre l'Espagne, les Philippines et l'Italie les attendent. Pour ce 4e mondial de basketball de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le sélectionneur ivoirien Paolo Povia et son assistant Luca Palumbo ont convoqué 19 joueurs, dont 2 locaux, Louis Cyriel et Traoré Karamoko, respectivement de l'ABC et d'Azur, les 2 finalistes du championnat local. Retrouvant le mondial de basketball après 10 ans d'attente, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec la Chine, pays organisateur, la Pologne et le Venezuela. Ebola en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga, a justifié sa démission, estimant avoir été désavoué par la décision du président de la République, Félix Tshisekedi, de prendre le contrôle de la riposte contre l'épidémie qui a fait 1737 morts en un an dans la région est du pays. Enfin, Boris Johnson, nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. L'ancien maire de la ville de Londres, 55 ans, a été désigné chef du Parti conservateur britannique après un vote des membres. Boris Johnson va donc prendre ses fonctions en remplacement de Theresa May. Merci de nous avoir suivis.